comme vous venez de l'entendre, il y a eu une relabellisation des filières en 2019. Donc, nous avions déposé un dossier de candidature basé beaucoup sur le travail et les projets des groupes de travail. Donc, un dossier ambitieux avec un grand nombre d'actions. Et on a eu la réponse qui n'était pas une surprise. On ne pensait pas que notre filière n'allait pas se poursuivre compte tenu de tout ce qui avait été développé sur les 5 ans précédents. Mais nous avons eu la réponse en juin dernier de la relabellisation de la filière Firando. Pour ceux qui viennent pour une première fois, ce schéma que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, qui simplement résume l'ensemble des acteurs d'une filière en général et de la nôtre en particulier, et on va les voir de façon un petit peu plus détaillée sur les diapositives suivantes. Notre filière s'organise autour de 7 réseaux. On peut définir un réseau comme un centre de référence coordonnateur avec éventuellement des constitutifs et puis surtout ces centres de compétences. Donc vous les connaissez bien, je les rappelle rapidement. Maladies rares de la croissance et du développement, pathologies gynécologiques rares, développement génital du fœtus à l'adulte, maladies rares de l'hypophyse, pathologies rares de la thyroïde et des récepteurs hormonaux, pathologies rares de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité, qui est le dernier groupe de pathologies qui a été reconnu par la labellisation d'un centre de référence et l'intégration dans la filière, et puis les maladies rares de la surrénale. Si on regarde la carte de France d'un côté des centres de compétences et de référence, et puis de façon simplement numérique l'ensemble des acteurs, dans notre filière aujourd'hui, 18 laboratoires de recherche, 64 laboratoires de diagnostic, donc il y a là à la fois des laboratoires de génétique et des laboratoires d'hormonologie, 17 associations de patients, 174 centres de compétences, certains services ou médecins, on l'a entendu par l'intervention de Marie-Christine Ventiguen, dans une ville de CHU coordonnant plusieurs centres de compétences de la filière, et puis 21 centres de référence, 7 coordonnateurs et 14 constitutifs. Dans les coordonnateurs, certains n'ont pas de constitutifs, d'autres en ont un, d'autres en ont un nombre plus important. Voici le logo des 17 associations de patients qui jouent un rôle très important d'une façon générale dans le plan maladies rares et dans les filières. Et je dois dire que le rapport est très précieux et c'est toujours une excellente chose d'avoir une association de patients dynamique et forte qui est une source de propositions et de questions aussi au niveau de la filière. Comme vous le savez, les acteurs de la filière ont signé une charte. Dans cette charte sont définies un certain nombre de choses, dont la gouvernance de la filière, avec le bureau et le collège. On va voir la composition du collège sur la diapositive, une des diapositives suivantes, puisque avec la relabellisation, le collège a été renouvelé. Au passage, une information que je rappelle, que vous connaissez tous, mais c'est... vu le nombre de centres de compétences et de références, c'est évident qu'un certain nombre de coordonnateurs vont partir, soit changer de ville, soit changer d'activité, soit partir à la retraite. Et il ne faut pas oublier à ce moment-là de prévoir un successeur et de suivre la procédure. Il y a une procédure un peu formelle qui est bien définie, puisque les noms de ces coordonnateurs, y compris les centres de compétences, ont été publiés lors de la labellisation des centres de référence il y a 2 ans. Et là, on a eu cette année déjà, puisque ces dossiers doivent être soumis au comité de suivi de labellisation, 2 vagues de succession de coordonnateurs, principalement de centres de compétences, mais aussi d'un centre de référence constitutif. Donc il faut se rappeler de cette procédure, parce que parfois c'est un petit peu oublié, et on se trouve de fait dans une situation où il n'y a plus de coordonnateur officiel, même si quelqu'un sur place fait le travail. Donc, comme je l'ai dit, le collège a été renouvelé. Vous avez ici les noms des membres du collège actuel. Ceux qui sont aussi dans le bureau, vous avez cette petite mention en rouge. Donc, vous avez des membres quelque part automatiques. C'est les coordonnateurs des centres de référence. Ensuite, lorsque vous avez un centre de référence avec plusieurs constitutifs, vous avez un représentant de ces constitutifs. Et puis, et ça c'est très important, les centres de compétences ont des représentants qui sont élus par l'ensemble des centres de compétences.
puis ensuite les associations de patients, les laboratoires de génétique, les laboratoires d'hormonologie, les laboratoires de recherche, et puis les personnels de la filière sont aussi représentés au niveau du collège. L'équipe actuellement de personnel de la filière est représentée sur cette diapositive-là. Et en pratique, en poste actuellement, nous avons 3 personnes. Donc Maria Givoni, qui est là depuis le début de la filière, chef de projet. Et puis 2 chargés de mission. Sabine Genim, qui est là déjà depuis un bon nombre d'années, qui connaît très bien le fonctionnement notamment des bases de données. Et puis Fabienne Larieux à Bordeaux, qui a été recrutée plus récemment et qui s'occupe en particulier des RCP. Vous avez dû échanger avec elle à ce sujet. Le chargé de mission qui était avant à Amiens, du fait du départ en retraite d'Hélène Bonny, après discussion dans la région, il a été décidé de transférer ce recrutement sur Rouen, chez Mireille Castanet. Donc là, il y a, toutes les conventions ont été faites, puisqu'à chaque fois, ça nécessite des conventions entre Cochin et le centre hospitalier. Donc il y a à Rouen un chargé de mission qui est en cours de recrutement. Ensuite, avec le projet de relabellisation et les discussions qu'on a déjà eues, notamment lors de ces journées par le passé, il avait été décidé de changer le profil des personnels de la filière et notamment de recruter un chargé de mission scientifique et de le baser près d'un des coordonnateurs du groupe de travail recherche. Donc, une convention est signée. Je pense, Maria, que l'exploit a été fait avec le CNRS cette fois-ci, puisque la personne va être recrutée par le CNRS à Clermont-Ferrand, donc proche d'Antoine Martinez, qui est un des 3 coordonnateurs du groupe de travail recherche. Et puis, on est en cours, et ça va être mutualisé avec d'autres filières qui sont dans notre groupe hospitalier, du recrutement d'un agent administratif, parce qu'on a dans les modes de gestion de plus en plus de besoin de passer par nous-mêmes des commandes, ne serait-ce que par exemple pour cette journée annuelle, les billets de train, etc. Et il y a un glissement un petit peu vers les personnels de la filière de choses qui étaient faites avant par les structures administratives du GH, et donc ça paraît indispensable, si on ne veut pas qu'il y ait un glissement de tâches qui repose uniquement sur les épaules du chef de projet, d'avoir une personne qui va aider à toute cette logistique et qui se va être mutualisée avec d'autres filières. Et puis, un chargé de communication, et là, nous avions le projet de recruter un étudiant en contrat d'alternance, et c'est un petit peu difficile de trouver la perle rare pour ça pour l'instant, donc c'est un recrutement qui n'est pas encore fait. Donc, avec la relabellisation, on a changé un petit peu le profil, c'était annoncé, ça a été un process long, et je pense que d'ici 6 à 12 mois, l'ensemble des personnels qui étaient prévus dans le dossier de relabellisation seront en place. On a aussi fait évoluer les groupes de travail. Donc, il y a des groupes de travail qui ont très bien travaillé pendant les 5 premières années de la filière. Et je dirais qu'il y avait 2 grands types d'activités. Il y avait tout d'abord une activité d'état des lieux qui a été essentielle pour définir les questions et les axes de travail. Mais une fois que cet état des lieux était fait, quelque part, il n'y avait plus besoin de continuer. Et cet état des lieux, en parallèle avec des actions spécifiques qui avaient bien avancé, nous a conduit à une réflexion pour poursuivre au-delà de ces groupes de travail avec la relabellisation, vers des groupes de travail resserrés sur des questions précises, avec l'idée que ça y est, on passait à une phase plus active, se centrant sur quelques questions. Donc là, vous avez la thématique des groupes de travail tels qu'ils existent depuis 2019. On va voir rapidement l'hormonologie avec Piketty et Ploton comme coordonnateurs. Donc ça, c'était le résultat notamment de cet état des lieux qui avait conduit à l'annuaire des dosages hormonaux pour les maladies rares endocriniennes, qui est une grande spécificité de notre filière et qui est un outil important, précieux, mais en même temps très lourd, notamment en termes de réactualisation. Je sais que c'est une des questions qui va être abordée maintenant par ce groupe de travail pour le tenir à jour. Ensuite, un groupe de travail annonce du diagnostic. Ça, c'était le résultat du groupe de travail lien avec les associations de patients qui avaient
conduit à une étude sur le vécu de l'annonce diagnostique par les patients, et à partir de l'analyse de ces résultats avait été listé un certain nombre d'axes de travail, donc qui va être repris maintenant par ce groupe qui est coordonné par Claudine Collin et Thierry Bru. Un groupe qui, depuis le début, joue un rôle majeur pour la communication de ses sites web et newsletters, Bruno Donadil et Maria Givoni. Un groupe formation, Patrice Rodien, Frédéric Arbalhel, qui notamment a mis en place des journées de formation pour les paramédicaux. La première journée s'est déroulée de façon très réussie à l'automne 2019. Le groupe de travail médico-social avec Régis Coutran, Laure Chatrin et Béatrice Desmarais, donc association de patients, autour notamment du lien avec les MDPH. On verra un exemple du travail de ces deux groupes-là par la suite. Le groupe de travail base de données qu'on a focalisé maintenant sur Bamara, Juliane Léger et Brigitte Delmer. Je montrerai un certain nombre d'actions de ce groupe de travail par la suite. Le groupe de travail recherche, Anne-Paul Jiménez-Rocoplo, Antoine Martinez et Nicolas Deroux, qui notamment a organisé cette année le 3e colloque recherche de Firando, qui a été hier extrêmement intéressant. Le groupe de travail génétique, auquel a été ajouté un volet dépistage néonatal, Anne Barlier et Véronique Tardy, un groupe de travail qui est très surmené depuis un an avec France Génomique, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, je le dis, au moment où on a déposé le dossier, parce qu'il n'était pas prévu il y a 1 an et demi que les filières allaient gérer le lien entre les centres de référence, les indications pour les maladies rares. Donc c'est finalement un sujet qui est majeur pour beaucoup de filières, dont la nôtre, dans lequel on a dû investir beaucoup, mais on n'était pas complètement préparé pour ça. Donc ça explique aussi les difficultés qu'on a eues à mettre en place tous les circuits. Le groupe de travail PNDS, Corinne Vigourou et Sarah Castet. Le groupe de travail médicaments hors AMM et rupture de stock, on va en parler un petit peu avec la conférence suivante que je co-coordonne avec Michel Pollack. Et le groupe de travail endo-ERN, Jessica Amselem-Jaguer et Gérald Ravreau, qui a dû travailler notamment pour voir comment nous allions répondre à l'appel d'offres qui est en cours pour des nouveaux centres au niveau européen. Et puis nous sommes impliqués dans des groupes de travail interfilières qui ne comportent que des membres des filières, donc c'est un tout petit peu différent, même si ça interagit bien sûr avec les groupes de travail qui ont été présentés dans l'exposé précédent. ETP et transition, ce qui fait que ces deux sujets pour lesquels nous avions auparavant des groupes de travail internes à la filière ne sont plus repris en tant que tels, en tout cas, dans nos groupes de travail, avec Hélène Menet-Pudard pour l'ETP et Philippe Touraine pour la transition. Quelques résultats rapides de travaux qui ont été très aboutis de nos groupes de travail. L'auto-questionnaire qualité de vie par le groupe médico-social, qui est une aide pour les patients adultes et puis pour les patients pédiatriques pour pouvoir remplir ensuite les dossiers de MDPH et justifier leur handicap qui est parfois invisible dans nos maladies rares endocriniennes. Le groupe de travail recherche a fait un travail énorme, donc le travail est tellement énorme que vous avez du mal à le voir de là où vous êtes, mais à l'entrée, vous avez pu, si vous ne les connaissiez pas déjà, avoir ces fiches qui sont les fiches de saisie pour entrer nos patients dans la base de données Bamara. Et là, vous avez la liste des diagnostics de façon à pouvoir saisir très rapidement, chaque fois qu'un patient est vu en consultation ou en hospitalisation, les données essentielles pour pouvoir ensuite le saisir dans Bamara. Donc ça, c'est la face diagnostic. Et puis vous avez la phase qui est maintenant imposée par Bamara, puisque ce sont en fait les items de Bamara. Lorsque nous étions dans Semara, nous avions généré une fiche propre à la filière, qui est, avec des items qui étaient un peu spécifiques. Et là, bien sûr, c'est la fiche qui est imposée par Bamara. Mais vous retrouvez la plupart des items que nous avions précédemment, mais aussi d'autres items. Et je vous rappelle que pour le centre de référence pathologie gynécologique rare, c'était difficile de rajouter les diagnostics qui sont un petit peu différents sur la fiche précédente, et donc on travaille avec une fiche spécifique. C'est les centres de référence et compétences ayant parfois une spécificité par rapport aux autres centres de la filière. Donc les résultats des informations qui sont dans ces bases de données, elles sont vraiment exploitées. Donc vous savez que dans la charte, il y a toute une procédure si vous voulez déposer un projet de recherche pour avoir l'autorisation d'extraire les données.
Donc tout ça a été notamment réfléchi à l'époque de Semara. Donc ce que l'on peut extraire pour l'instant au niveau de la filière, c'est uniquement les données de Semara. Donc chaque année, je vous présente quelques données que les gens de Semara nous extraient juste avant la journée annuelle avec des données très générales. Donc ce n'est pas pour un but de recherche, c'est juste pour présenter un petit peu ce que nous faisons et suggérer des projets de recherche derrière. Donc là, vous avez les diagnostics les plus fréquents. On a actuellement plus de 31 000 patients qui sont dans la base de données. Les données qui ont été extraites concernent pratiquement tous les centres, sauf les quelques rares centres qui n'ont pas encore signé la charte. Il y en a, donc je le rappelle toujours, puisque la charte ensuite permet d'extraire les données sur un certain nombre de règles. Donc là, vous avez les diagnostics les plus fréquents. Là, vous avez l'âge au diagnostic. Donc vous voyez, on a vraiment des patients dans les diagnostics qui sont faits à tous les âges. Alors il y a un petit pic entre 30 et 39 ans là. Et puis il y a aussi un pic de diagnostic anténatal. Donc on est vraiment une filière qui couvre tous les âges de la vie. Ça reflète bien l'aspect à la fois pédiatrique et adulte de notre filière. Là, malheureusement, j'ai eu beau essayer de rattraper ça juste avant. C'est quelque chose qui ne passe pas sur cet ordinateur. Mais c'est une diapo que j'avais déjà présentée l'an dernier. C'est les sex ratios de la dernière visite de nos patients en fonction des âges. Et il y a une observation qui a été faite l'an dernier, qui reste cette année, qui est qu'on a autant de garçons que de filles jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis après, hop, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, ça pose une vraie question. Donc, c'est quelque part une inégalité. Alors, il y a probablement plein d'explications, mais je pense que c'est un vrai sujet. Le groupe de travail recherche qui avait organisé le colloque dimorphisme sexuel des maladies rares endocriniennes l'an dernier avait évoqué la possibilité de travailler spécifiquement sur ce sujet pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi on a ce changement de sexe ratio en fonction des âges. Ça peut être lié bien sûr intrinsèquement à la nature des pathologies, mais ça peut être aussi certainement en grande partie aussi lié à la façon dont les hommes adultes se font suivre par rapport aux femmes adultes. Et donc ça pose, si c'est le cas, de vraies questions. On peut avoir des données générales, donc là c'est des données sur un peu plus de 28 000 patients, sur la distribution du lieu de résidence. Bien évidemment, tant que nous n'avons pas une saisie complètement exhaustive dans ces bases de données, ces informations reflètent aussi l'activité des différents centres, plus que le lieu de résidence des patients de façon exhaustive. Bien sûr, on a ce biais-là qui est impossible à éviter, sauf à encourager tous les centres et à mettre tous les outils à disposition à saisir les données dans cette base de données. Ensuite, on peut regarder spécifiquement par type de pathologie. Donc là, je vous ai repris une ou deux pathologies qui étaient parmi les plus fréquentes, par exemple les adénomes hypophysaires. Par exemple, l'insuffisance ovarienne, ça c'est un vrai sujet, puisque dans France Médecine Génomique, IOP est maintenant une des préindications reconnues. Donc c'est peut-être important de savoir où sont les patients qui en tout cas sont vus par des centres actifs, pour ensuite voir un petit peu où mettre les efforts pour aller les recruter, parce qu'on sait que c'est très lourd pour être prélevés s'ils remplissent les critères pour bénéficier d'une analyse pangénomique. Et puis on peut aussi avoir des données, ça peut être utile pour voir un petit peu quels sont les parcours des patients, du contexte où les fiches sont saisies. Est-ce que c'est à l'occasion d'une hospitalisation ou d'une consultation? Donc là, vous avez les consultations à gauche et les hospitalisations à droite. Vous voyez qu'en fonction des diagnostics, par exemple, syndrome de Turner, c'est avant tout en consultation. Syndrome de Cushing, c'est plus équilibré. Donc on comprend bien qu'en fonction des pathologies, on pourra avoir une prise en charge plutôt uniquement en consultation, plutôt uniquement en hospitalisation ou un mélange des deux. Un autre exemple d'action très réussie d'un groupe de travail, c'est cette journée de formation des paramédicaux qui a eu lieu au mois d'octobre à Angers. Et de l'avis des participants, c'est quelque chose qui a été vécu comme extrêmement positif et extrêmement utile. Donc une action, maintenant que nous avons le format, qu'on a testé une première fois, qu'il va falloir renouveler de façon régulière et à chaque fois dans des villes différentes. Un autre exemple, c'est le colloque recherche. Donc hier, il y avait un colloque qui était vraiment passionnant et qui tombait bien dans cette mouvance vers France Génomique sur l'innovation technologique et les maladies rares endocriniennes, notamment au service du diagnostic génétique, comment on peut progresser quand on identifie un nouveau gène ou un variant. Donc c'est une journée du fait de grève
qui malheureusement était avec peu de personnes dans l'audience, mais tout a été enregistré par les techniciens qui sont là aujourd'hui. Donc ça sera sur Internet de façon à ce que tout le monde puisse ensuite en bénéficier. Là, c'est une action mise en place d'un système homogène pour les RCP de la filière qui avait été une action menée jusqu'à son terme par le groupe de travail que nous appelions auparavant 2, Olivier Chabre et Lise Duranteau, qui avait fait l'analyse de toutes les RCP au niveau de la filière, qui avait été très dur avec les centres de référence, et je les en remercie encore, y compris le mien, en nous disant qu'on avait une marge de progression, et qui avait commencé à faire l'analyse des systèmes de RCP virtuels, donc en webconférence existants. Et si vous vous rappelez, l'an dernier, à cette journée annuelle, on nous avait présenté plusieurs systèmes, et nous avons fait ensuite des tests entre centres de référence avec le système SARA et le système Le Staff, et il a été finalement choisi. Ça a été une décision longue, je dirais, parce que ça reflète le fait qu'aucun système n'est parfait. Et donc, on a vraiment eu du mal à choisir à cause de ça. Mais finalement, le choix s'est tourné vers SARA, et c'est le choix qui a été fait aussi par la majorité des filières. Donc maintenant, on passe à la phase active d'utiliser ce système. On est dans la file d'attente, parce que comme on a mis du temps à se décider, on n'a pas été les premiers à demander à SARA de le déployer dans notre filière. On est dans la file d'attente pour être vraiment actif, mais certains centres de référence, notamment Devgen, l'utilisaient auparavant, puisqu'ils sont dans la région Rhône-Alpes où ça a été développé. Et vous avez dû recevoir, et si vous ne l'avez pas, manifestez-vous, un mail de Fabienne Larieux, si vous êtes dans un centre de référence, pour vous demander d'enregistrer les médecins. Vous avez ici un lien pour le faire dans un questionnaire en ligne. Les médecins qui vont participer à CRCP, puisqu'il faut être enregistré, reconnu comme médecin pour pouvoir ensuite présenter un patient sur ce système de webconférence. Comme vous avez entendu, mais ça nous le savions déjà, un certain nombre de PNDS ont été déposés et pour notre filière, ils ont tous été retenus. Vous avez là la liste par l'ensemble des centres de référence de la filière. Comme vous avez entendu aussi, et ça je le rappelle, il y a un engagement à tenir un calendrier. Et s'il n'y a que 71 PNDS publiés par l'HAS auparavant, c'est parce que c'est très lourd de faire un PNDS. Donc maintenant, il y a un financement que les centres de référence ont reçu en partie, la moitié je crois, puis ils vont recevoir l'autre moitié à la fin du travail. Mais il faut vraiment maintenant tenir le calendrier. Donc c'est quelque chose d'important, d'autant plus que maintenant il y a des moyens pour le faire. Et puis donc les projets ETP, donc le scope de ce matin, donc ça c'est les projets que nous avions soumis, et j'ai mis en bleu les deux, si j'ai bien compris ce que vous avez dit oralement, qui n'ont pas été retenus. Les porteurs de projets recevront bien sûr l'argumentaire pour ça, mais ça veut dire que nous avons un grand nombre de projets d'ETP qui ont été retenus. Donc là aussi, il va falloir travailler. Et nos centres de référence, puisque tous maintenant vont avoir un PNDS et ou un programme ETP à faire, vont avoir du travail. C'est un programme qui doit se faire sur les 2 ans qui viennent, tout ça. Donc il faut vraiment s'activer, puisque je pense que la filière sera aussi jugée, maintenant qu'on a la chance d'avoir beaucoup de projets retenus, sur les résultats. Et au passage, je signale qu'il y a un questionnaire en ligne, puisque pour l'appel d'offres, il fallait faire un peu l'état des lieux sur les questionnaires qui étaient validés par les ETP, qui étaient validés par les ARS. Et on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'informations qui nous manquaient. Donc Maria Givoni a mis en ligne un questionnaire. Donc là, je vous incite aussi à le remplir si vous ne l'avez pas déjà fait sur vos programmes ETP. Ensuite, le plan France Médecine Génomique, j'ai dû recevoir, la veille du réveillon de Noël l'an dernier, un mail de l'HAS me disant il faut que votre filière envoie des préindications sur vos maladies rares endocriniennes pour le plan France Médecine Génomique. Donc c'était une excellente nouvelle, mais en même temps, on n'était absolument pas préparé à ça. Donc on a soumis un certain nombre de dossiers, et là vous avez les préindications maladies rares qui ont été retenues. Donc vous voyez que notre filière de nouveau est bien servie, ce qui traduit le fait que nous sommes très actifs, puisque nous avons d'une part les anomalies sévères de la différenciation sexuelle et d'autre part insuffisance ovarienne primitive comme préindication retenue par le
plan France Médecine Génomique. Et là, il y a un deuxième appel d'offres qui est en cours pour une deuxième série de préindications. Le deadline est ce soir à 23h50. Donc, quand j'aurai fini la journée, il faut que je remonte les dossiers qui ont été vus par tous les coordonnateurs de centres de référence et puis par Anne Barlier pour les laboratoires de génétique. France Médecine Génomique, comme tout ce qui s'adresse à une technologie lourde, hein, c'est de l'étude pangénomique, demande des critères stricts de sélection des patients, puis ensuite de prélèvement des patients, d'information des patients. Il y a des aspects éthiques, il y a des aspects techniques, il y a des aspects réglementaires. Et donc, ça nous a conduit au niveau de la filière, là encore quelque chose auquel nous n'étions pas vraiment préparés, hein, lorsque nous avons déposé le projet de la filière il y a un peu plus d'un an, à définir un mode d'emploi, ce qui est un process qui est vraiment évolutif, sur comment faire pour d'abord discuter les dossiers RCP, et puis ensuite le parcours du patient, du prélèvement, et ensuite, ça on n'y est pas encore, il y aura ensuite la gestion des résultats, les RCP dits d'aval, qui est encore un grand challenge, parce qu'il y a tous les aspects bioinformatiques qui ne sont pas simples lorsqu'on fait du pangénomique. Donc c'est une partie des choses qui ont été discutées hier au colloque recherche. Dernier appel d'offres en cours, toujours, hein, c'est l'appel d'offres pour de nouveaux centres dans l'endo-ERN. Et les ERN d'une façon générale, hein, mais pour nous, c'est l'endo-ERN. Je vous rappelle la cartographie de l'endo-ERN actuellement. 8 centres français. Donc on se heurte à la difficulté que pour avoir de nouveaux HCP, il faut justifier d'être dans un pays où on est sous-doté. Et la règle, c'est un HCP pour 10 millions d'habitants. Donc on est déjà en fait à saturation en France. Donc on a fait un travail très important de réflexion au niveau de la filière. Et finalement, nous avons soutenu la candidature d'un nouvel HCP qui est un consortium. Donc ça fait en fait plusieurs centres de référence. Lyonnais, Lyon n'était pas représenté jusqu'à maintenant dans l'O2RN. Et il y avait un nouveau centre de référence et un ancien qui n'était pas représenté, alors que la thématique DSD, je n'ai pas prévu d'en parler lors de cette présentation, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, la thématique DSD est devenue un enjeu majeur. Ça a toujours été une question difficile médicalement, mais c'est devenu un enjeu majeur au niveau sociétal aujourd'hui, notamment avec la révision de la loi de bioéthique, et notamment il y a des recommandations qui sont en train d'être données sur la chirurgie et la prise en charge précoce des enfants DSD, avec probablement la nécessité que ces enfants soient absolument vus dans des centres de référence. Or, il se trouve que la thématique DSD des centres de référence français n'était pas représentée à l'Europe. Donc ça nous paraissait un enjeu majeur d'avoir le centre coordonnateur représenté à l'Europe. Donc cette candidature, elle a été validée aussi par la DGS et le ministère. Et donc maintenant, il faut qu'elle soit validée par l'Europe. Donc on en attend de la réponse. Et puis, il y a une deuxième thématique pour laquelle nous n'étions pas vraiment complètement représentés. En tout cas, le centre de référence n'était pas représenté. C'est les troubles de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité. Et là, sans augmenter le nombre d'HCP, on est en train de trouver un moyen d'intégrer le centre de référence de Corinne Vigouroux dans les consortiums qui existent déjà à la PHP. Donc ça permet d'intégrer des nouvelles entités et surtout des nouveaux diagnostics sans augmenter le nombre d'HCP qui est un facteur extrêmement contrôlé. Donc ça va se faire en dehors de l'appel d'offres, hein, Corinne. Je pense encore le dossier n'est pas... La solution technique n'est pas encore tout à fait trouvée, mais bon, ça va se faire. C'est simplement que c'est probablement difficile de gérer l'appel d'offres officiel et puis ces procédures-là en même temps, parce que l'appel d'offres officiel, c'était déjà un petit peu difficile. Et puis ça, c'est une diapositive que je mets pour faire plaisir à Maria. J'espère qu'elle est là, Maria. Parce que Maria dépense beaucoup d'énergie pour que la filière soit très active dans la journée internationale des maladies rares. Et 2020, c'est particulier puisque c'est le 29 février, donc c'est tous les 4 ans, donc c'est encore plus rare. Donc c'est très important d'être très active. L'an dernier, les filières avaient fait une action commune, la plupart des filières, avec des stands dans les gares, et ça va être renouvelé l'an prochain. Donc là, il faut absolument que vous soyez actifs et que vous motiviez les gens de vos centres pour participer à ces actions. Et puis je crois qu'il y a un truc qui est très payant, c'est de trouver des musiciens dans vos centres, hein, Maria, j'ai l'impression. Donc il y a la fanfare des étudiants de l'Université de Paris-Descartes qui va venir dans une des gares. Ça fait tout de suite
quelque chose qui se remarque et qui attire l'attention. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et je finirai sur cette diapositive en remerciant là, tiens, Fabienne Lareux s'est tripliquée. C'est marrant parce que j'avais vraiment collé la photo de Maria. J'ai des trucs bizarres qui se produisent aujourd'hui avec mes diapos. La photo de Maria et la photo de Sabine. Donc, il y avait nos 3 personnels actuels. Alors, les 2 qui sont en province devaient être là aujourd'hui et soutenir Maria dans le lourd travail d'organisation. Elles n'ont pas vu venir puisque tous leurs trains ont été annulés. Mais je les remercie quand même parce qu'elles ont aidé à préparer cette journée en amont. Et bien sûr, Maria qui, depuis 15 jours, stresse à regarder les avis de la SNCF tous les jours. Et ça a été un sacré challenge. Mais vous voyez, il y a quand même un certain nombre de gens aujourd'hui qui sont là, donc bravo.